Hervé Maisonneuve, vous le connaissez peut-être et probablement parce qu'il est rédacteur d'un site très intéressant, rédactionmédicale.fr, et Hervé Maisonneuve s'intéresse à la publication scientifique principalement, et ici il va nous faire un exposé sur la question de la diffusion des résultats et de la nécessité d'avoir un savoir de cette diffusion des résultats. Voilà. Merci de m'avoir invité. Je vais être un petit peu plus terre à terre, j'aurai moins de réflexion. J'ai pris des exemples de ce que font les chercheurs sans obligatoirement juger ou savoir, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, et je vais vous montrer des exemples. Je reviens du Congrès mondial de l'intégrité scientifique, qui réunit 700 personnes tous les 2 ans, où c'est un délire de pratiques qui sont exposées et qui montrent un certain nombre de choses qui posent de gros problèmes. Et je parlerai un petit peu de ce rapport américain qui a 1 an d'âge, de 150 pages, qui parle de la communication de la science. Je vais rester sur la diffusion. Rapport dont la conclusion c'est que c'est un domaine sur lequel on n'a pas de recherche, et pas suffisamment de recherche. Et tant qu'on n'aura pas de la recherche, on continuera à avoir un certain nombre de choses. Moi, je suis médecin de formation. Depuis quelques années, je ne forme que des jeunes à la rédaction scientifique qui, au bout de 2 ou 3 jours de séminaire, se lâchent sur ce qu'ils voient. Et la vision des jeunes, il y en a peut-être dans cette salle, la vision des jeunes est quand même assez inquiétante quand ils disent ce qu'ils voient, mais dont ils ne parlent pas. C'est ça un problème. J'ai eu une partie de ma carrière dans les rédactions de revues scientifiques, donc je ferai des exemples sur les rédactions de revues scientifiques. Je suis absolument persuadé d'une chose, mais vraiment persuadé, c'est que tous les chercheurs sont honnêtes. Ils sont peut-être, pour certains, amenés à dériver, mais ils sont assez honnêtes, puisque quand on leur demande est-ce que vous avez fabriqué des données dans votre carrière, 2% disent oui. Ouais. Et quand on leur demande si vous connaissez des collègues qui ont fabriqué des données, on est dans le 7 à 10%, et sur d'autres questions, on va plus haut. Donc là, il y a déjà une divergence qui pose quelques problèmes. J'ai choisi 6 thèmes sur lesquels je vais juste vous donner des exemples. J'aurais pu parler des pratiques d'auteur, j'aurais pu parler, comme vous l'avez dit, des statistiques, j'aurais pu parler des embellissements d'images, des plagiats, du conflit d'intérêts, un certain nombre de choses. J'ai trop d'exemples, donc il a fallu que je choisisse. C'est assez biaisé, ce que j'ai choisi obligatoirement. Je suis médecin, certains sont dans la clinique, médecine clinique ou pas. Alors vous savez, il y a une déclaration d'Helsinki, vous connaissez peut-être, il y a des agences du médicament, il y a l'OMS qui disent qu'il faut publier tous les résultats des recherches cliniques. Vous savez ça, vous avez vu. Vous avez même lu la déclaration d'Helsinki. Disent qu'il faut déclarer tous les... je dis pas publier parfois, mais au moins diffuser les résultats. Que les résultats soient communiqués sur un site, je ne dis pas obligatoirement dans un article scientifique. Attention à mon langage. En général, on dit que les résultats devraient être connus 1 an après la dernière visite du dernier patient. Alors quand on regarde ce qui se fait, voilà ce qui se fait. Vous avez d'abord une publication là à gauche sur 384 essais de vaccins, où on a compté les malades inclus dans ces essais, il y en avait 404 000. Là, ce sont les données 4 ans après la dernière visite du dernier patient. Donc on a donné le temps. On s'aperçoit sur ces 400 000, 151 000, on les retrouve dans des publications scientifiques, et qu'en plus de ces 151 000, il y en a 62 000 dont on trouve les résultats sur des sites ou des registres. Donc en gros, il y aura peut-être eu 200 000 malades inclus dans des essais dont on ne connaît pas les résultats. En mai encore, dans les Annals of Internal Medicine, une étude semblable sur 86 essais a montré que pour 90 000 patients, et je dis bien 4 ans après la dernière visite du dernier patient, on n'a pas à disposition les résultats. Alors en tant que citoyen, moi ça me pose problème, peut-être que les scientifiques n'en ont pas. Et il y a un mouvement dans l'intégrité qui dit que ça devrait être
considéré comme une malveillance ou une méconduite scientifique, alors qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, et qu'il y a une certaine passivité là-dessus. En France, je n'ai malheureusement pas de données. Au niveau mondial, il y a un tracker à partir d'un site qui s'appelle clinicaltrials.gov qui enregistre tous les essais. Là, c'est il y a une semaine. C'est fait par des gens d'Oxford. Donc, sur 3400 essais dans clinicaltrials.gov, et attention, là, le critère est plus dur, 1 an après la dernière visite du dernier patient, on regarde actuellement. Donc, actuellement, il y en a 66% dont les résultats sont disponibles. Avec une différence marrante, enfin marrante, il faut mieux en rire. Les essais industriels financés par les industries, les résultats sont diffusés dans 95% des cas et plus. Les essais académiques et non industriels, on est en général dans du 50%. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que c'est les académiques qui font les règles pour les industriels, donc ça me paraît assez normal. Oui. Donc, théoriquement, la FDA devrait mettre des pénalités à ceux qui ne font pas ça. Puis ils ne les mettent pas, les pénalités. C'est 10 000 $ par jour de retard, la pénalité. Elle existe dans le registre, elle existe tout. Vous êtes d'accord, monsieur Delfrécy? Ça ne vous choque pas? Donc, il faudra avoir quelqu'un. Alors, en France, moi, je ne trouve pas beaucoup de données. Je trouve un truc qui s'appelle le CNCR, le Comité National de la Recherche, qui fait des infographies très belles, qui a beaucoup de données, qui a beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de malades inclus, il y a beaucoup de publications, de CGAPS, de facteurs d'impact. Je trouve toutes les données là-dessus. Mais quand je leur pose la question combien de malades ont été inclus dans les essais cliniques en France et pour combien de malades la donnée et les résultats est disponible, je n'ai pas la réponse. Alors elle doit exister quand même, il y a des choses qui circulent, on sait des choses. Moi, mon idée, c'est que j'ai du 60%, mais peut-être que vous me contredirez de discuter. Donc, si vous voulez, c'est assez général, cette histoire-là. Je ne sais pas si dans les autres domaines de la recherche, on publie tous les résultats, je suppose que oui. Et que là, c'est un cas particulier de la recherche clinique, il faut être constructif et positif. Mais, oui, vous me confortez. Non, mais je n'ai pas de résultats, je ne suis pas allé voir, donc je pense que c'est bien ailleurs. Je trouve qu'on est assez passif vis-à-vis de ça. C'est étonnant. Alors, est-ce qu'il y a des questions éthiques ou est-ce que c'est que de l'intégrité? Moi, je ne suis pas compétent pour vous répondre. Est-ce qu'on choisit ce qui est diffusé? Est-ce que les chercheurs choisissent ce qui est diffusé? En gros, ils choisissent beaucoup. Je vais vous montrer 2-3 choses. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a actuellement 38 études. Ici, il n'y en a que 37. Il y a une grosse qui a été sortie, qui compare, et là encore on est dans la médecine clinique, mais on va voir d'autres domaines, qui compare le protocole lui-même et la publication après. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis dans un protocole enregistré et qu'est-ce qu'on a mis dans le journal. Alors là, je vais être bref. Dans 50% des cas, minimum, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est dans le journal. L'article, c'est une analyse en sous-groupe qui n'était pas prévue au départ, d'accord? Et inversement, vous irez voir tous les détails. Là, il y a énormément de données sur cette question. J'ai repris parce que cette infographie me paraît à la fois simple, peut-être trompeuse, d'études d'un monsieur Turner qui a commencé il y a plus de 10 ans aux États-Unis, qui a une très grosse base, et c'est peut-être le seul domaine de la recherche scientifique, ou un des seuls domaines, le médicament, dans lequel les autorités de santé ont une certaine traçabilité de ce que font les chercheurs. Enfin, il y a un enregistrement de ce qui se fait dans le médicament. Je ne dis pas qu'il est exhaustif, mais c'est peut-être le seul domaine où des autorités savent ce que font les chercheurs. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous me contredirez. Ce monsieur a suivi les essais d'antidépresseurs depuis assez longtemps, depuis 2005. Et il a comparé uniquement sur les antidépresseurs les conclusions de la FDA dans les rapports FDA, ce médicament marche ou ce médicament ne marche pas, et il a regardé ce qui se passait dans les publications en le comparant aux conclusions de la FDA. Alors, je serai lent pour qu'on soit bien d'accord, chaque rond est une étude.
Là, vous avez 105 essais d'antidépresseurs. À gauche, vous avez dans la première colonne les conclusions de la FDA. La FDA dit en rouge, ce médicament ne marche pas. Et la FDA dit en vert, ce médicament marche. D'accord ? Je vous le fais rapide parce qu'il y a beaucoup plus d'os. Ensuite, vous allez à la colonne suivante qui est la colonne B et vous regardez ce qui a été publié. Hein, vous cherchez dans les bases de données. Alors, vous trouvez d'emblée que ce qui est positif et qui marche est publié presque tout le temps et que ce qui est négatif ne l'est pas. Ça ne surprend personne, on le sait très bien. Ensuite, on va lire ces articles. Et on va voir si dans ces publications d'articles, ils sont cohérents avec la décision de la FDA. Et on commence à s'apercevoir, c'est la colonne C, que des médicaments rouges de la FDA, dans le New England et autres journaux, ils marchent très bien. Enfin, vous irez chercher la traçabilité, hein, c'est pas de la blague ça. Hein. Donc ils sont publiés pour le public comme marchands. Puis ensuite, il y a une technique que je vous remonterai après qui s'appelle le spin. Le spin, c'est la pirouette, ou c'est un abus de langage pour tromper. C'est-à-dire qu'on transforme un peu le langage pour dire que ça ne marche pas, mais quand même, hein, il n'y en avait pas assez, s'il y en avait eu plus, ça aurait marché, quoi. Hein, d'accord, hein. Donc si vous cherchez les spins, vous avez la colonne D, il n'en reste plus que 4 qui sont vraiment des négatifs. Hein. Alors il y a des petits spins, il y a des moyens spins, il y a des hauts spins. Hein. Et puis ensuite, on sait très bien que ce qui est positif est cité 3 fois plus que ce qui est négatif. Donc vous voyez la file depuis la réalité de la recherche jusqu'à la communication et la diffusion. N'ayant pas de résultats dans d'autres domaines, je ne peux que penser que ce n'est que limité aux antidépresseurs. Et vous en serez d'accord avec moi, je l'espère. Je vous ai juste mis, si vous voulez vous amuser, là c'est de la science, mais moi, pour d'autres raisons, je connais un peu le domaine de management, ou des choses comme ça. Dans le management, c'est pareil. Hein. Vous allez à ESSEC, vous allez à HEC, aux écoles de gestion, c'est 100% pareil. Hein. Et il y a les mêmes publications dans beaucoup de domaines, hein, quand on va chercher. Dans le management, ils appellent ça l'effet chrysalide, hein, dans leur jargon, hein, quand on discute avec les gens qui font du management. C'est-à-dire des résultats merdeux donnent des méthodes merdeuses donnent de bons résultats, c'est ça en gros. Hein. Et ça arrive. L'art de la citation, comment font les gens pour citer les autres? Alors, est-ce qu'on ajoute des citations pour faire plaisir? Est-ce qu'on en oublie? Est-ce qu'on omet de citer les collègues? Est-ce qu'on cite ce qui nous arrange? Il y a énormément de données là-dessus, énormément. Hein. J'étais au congrès d'intégrité avec M. Fong qui m'a raconté des choses. Vous n'imaginez pas, hein, vous n'imaginez pas la pratique des revues qui écrivent à un chercheur, citez ça, ça et ça pour faire monter le facteur d'impact de ma revue. Hein. Donc il me cite des revues américaines qui envoient 10 articles à faire citer, et si le chercheur dit non, l'article est rejeté. Hein, l'article est rejeté, il va citer des noms. Hein. Là, ils ont fait une enquête qui était extrêmement compliquée, parce que les enquêtes sur l'intégrité sont compliquées. Les gens n'aiment pas répondre sur l'intégrité. Hein. Et puis quand ils répondent, on ne sait pas s'ils sont intègres. Donc là, c'est un problème. Donc là, ils avaient une base de 100 000 emails américaines uniquement, et ils ont mis 3 ans à essayer d'enquêter là-dessus, et ils ont eu 12 000 réponses. Alors ils ont enquêté sur énormément de choses, il y en a plein de partout. Je voudrais juste vous montrer ce que s'appelle les coercives citations. La coercive citation, c'est le rédacteur demande de rajouter dans l'article des citations qui n'ont rien à voir avec l'article, mais qui font monter le facteur d'impact de la revue. Les couleurs sont en fonction des disciplines. En bleu à gauche, c'est la santé. Ensuite, c'est les sciences de l'ingénieur. C'est la biologie ensuite. C'est les sciences sociales. Et c'est le business et le management. Donc ça permet de voir qu'il n'y a pas de discipline qui fasse obligatoirement mieux que d'autres. Hein, d'accord ? Alors la coercive citation, c'est au moins 10% des gens disent je la pratique et ça ne me pose pas de problème. Hein. L'ajout de citation, c'est encore plus important. On ajoute ses copains, on ajoute aussi. Ça
Ça a été aussi très étudié dans les grandes et dans les bourses. Tout quand on demande de l'argent à l'ANR, on a des gens à citer dans la demande. Enfin, je n'ai pas de données françaises, donc je m'excuse, c'est une opinion et peut-être je me trompe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette publication pour gagner un peu de temps. Oui, non, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Hein. Ça prend un article. Hein. En gros, là, il montre. C'est de la biologie, hein, c'est de la substance amyloïde sur des muscles. Hein. En gros, il montre, et je vous le fais très court, que les études de labo de Paillasse, qui sont 5 en faveur de la théorie, 6 contre la théorie, au cours du temps entre 1992 et 2007, les études supportives de la théorie, il y a 600 citations, ont été citées dans 94% du cas, où on a omis de citer celles qui étaient négatives, ça ne vous surprend pas. D'ailleurs, les négatifs, quand on a des flèches bleues, c'est qu'on les a citées en disant qu'elles étaient positives. Et quand on remet aujourd'hui, mais avec les méthodes de 2009, les articles négatifs, il y en a 4 sur 5 qui avaient ce qui s'appelle des spins, c'est-à-dire qui concluaient positifs, alors quand on regarde le résultat, on n'est pas très sûr. Et on construit des histoires au cours du temps, qui au bout d'en général 20 ou 30 ans tombent, parce qu'on est reparti ailleurs. Là c'est des poèmes sur les muscles, vous allez voir, il se construit des choses comme ça. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Il y a une équipe belge et une équipe hollandaise qui se connaissent très bien. Hein. Alors c'est un tout petit sujet, parce qu'il n'y a que 2 équipes au monde qui travaillent là-dessus. Quand vous regardez qui cite qui, on ne cite jamais l'autre. Hein. Il y a une équipe qui cite que son équipe et l'autre équipe qui cite que son équipe. Hein. 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 D'accord, moi je cite que les gens de chez moi, et donc on ne se connaît pas, on est sur le même sujet depuis 20 ans, hein. On ne se connaît pas, mais on ne cite pas l'autre. Bon, je suppose que c'est ça. Là j'irai très vite, parce que vous savez très bien qu'environ 25% des citations des articles que vous trouvez à la fin des articles, hein, ont des erreurs, et là il y a beaucoup de données là-dessus. Là. Environ 25% de ce qui est cité, on ne lui fait pas dire ce qu'il voulait dire. Oh là là. Alors les revues scientifiques, je vais être... les revues scientifiques alors sont d'abord dominées par les mâles, hein, les comités de rédaction, les femmes sont moins citées, les femmes publient moins, elles sont moins premiers auteurs. Quand il y a des équivalences de premier auteur, la femme est toujours dans... hein, vous savez, ces 2 auteurs ont participé également. Hein. Alors là, ça a été regardé aussi. La femme est toujours seconde, hein, c'est pas l'alphabétique. Donc, il y a un problème. D'ailleurs, quand on regarde les chercheurs qui ont le plus de rétractations dans le monde, alors on rétracte pour erreur, on rétracte pour fraude, c'est différent. Quand on regarde les gens qui ont le plus de rétractations dans le monde, sur les 32 premiers, il y a quand même une femme. Non, mais on peut se poser des questions, hein, c'est factuel, hein, je sais pas. Hein, et il faut pas bien. Je ne parlerai pas trop des revues, parce que les revues est un système extrêmement complexe que vous connaissez tous très bien, où on se demande si on a besoin du lecteur pour survivre. Non, mais c'est vrai, hein, ils ne font pas beaucoup d'enquêtes de lecture pour savoir s'ils lisent, je ne sais pas. Le problème, voilà, il y en a quand même un peu, hein, encore. Hein. C'est un système très complexe parce que la même personne peut être lecteur et auteur, peut être membre d'un comité de rédaction et peut être membre du board d'une société savante. Donc là, vous avez un système complexe où des personnes sont à plusieurs positions dans le chêne. Hein. Et ça, donc moi, si ma société savante mondiale vient au congrès mondial de me nommer rédacteur en chef pour 3 ans de la revue, si un membre du board de la Société mondiale m'envoie un article qui n'est pas très bon, je fais quoi? Parce que j'aimerais être réélu dans 3 ans. Donc j'arrête de parler des conflits d'intérêts dans les revues, mais c'est au-delà de ce que vous pensez, parce que d'ailleurs, les rédacteurs, les reviewers, leurs conflits d'intérêts ne sont pas publics. Vous avez remarqué, c'est embêtant. Dans Frontières, s'il y en a, il commence à y en avoir, dans les revues, dans les grands revues, un gros Frontières. Communiquer les études négatives. Alors là, on va commencer à s'approcher du citoyen ou quoi que ce soit. Hein.
Hein, vous savez, quand le truc a foiré, qu'est-ce qu'on fait? Hein, alors maintenant, les revues commencent à publier des résultats négatifs. Hein. Ça commence à bouger. C'est lent, hein, mais ça commence à bouger. Donc on peut publier des résultats. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un résultat négatif? Hein? Alors, vous avez beaucoup de données. Ça s'appelle le SPIN. Hein, il y a quelques équipes qui travaillent dans le monde, dont l'équipe de Philippe Raveau ici à l'INSERM, qui a beaucoup travaillé sur le SPIN. SPIN, c'est cette manipulation de langage hein, qui fait que les résultats ne vont pas. Mais alors là, je vous ai pris uniquement des choses récentes. Il y a énormément de données là-dessus. Hein. Là, c'est du cardiovasculaire. Hein. Vous avez 93 rapports d'essais randomisés contrôlés cardiovasculaires négatifs. Quand vous lisez les articles de ces publications négatives, dans 53 résumés, il y a un spin, c'est-à-dire que ça doit marcher. Dans 62 textes principaux, donc on explique que quand même ça doit marcher. D'ailleurs, il a été fait une étude sur des cardiologues qui ont analysé 438 interviews de leaders d'opinion qui devaient parler d'un essai négatif. C'est les 3 grandes qui ont fait des cardio. Et alors là, on montre leur jargon, vous irez voir. Donc il n'y avait pas assez de malades, on n'a pas fait assez longtemps l'essai, le dosage du comparateur n'était pas bon. Donc il y a tous les trucs pour expliquer que ça doit quand même marcher. Hein. Il n'y a pas que le pharmaceutique, on va regarder. Les journalistes, me posent beaucoup de questions et je rejoins tout ce qui a été dit sur les journalistes, ça pose un certain nombre de problèmes. Et il y a une équipe à Cardiff de Chris Chambers qui a fait des études sur des communiqués de presse anglais. Hein. Il a 2 études, une sur 432 communiqués de presse, une sur 500 communiqués de presse. Hein. En gros, et vous irez lire ses travaux, son hypothèse, actuellement il est en train de la tester encore plus loin, son hypothèse de dire les journalistes ils recopient ce qu'on leur donne. Et en gros, il montre que ce sont plus les communiqués de presse des institutions qui sont embellis et qui ont des spins, plutôt que les journalistes qui embellissent l'histoire. Vous irez chercher, il a quand même pratiquement 1000 communiqués de presse, ils sont tous téléchargeables, vous irez voir, c'est assez impressionnant. Peut-être que ça vous surprend, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Hein. Soit il y a des causal claims, c'est-à-dire que c'est une association, mais dans le communiqué de presse, c'est une causalité. Hein. Soit c'est des conseils, il faudrait donner ça chez l'homme parce que ça marche chez la souris. Hein. Et puis ça aussi, ça marche chez la souris, donc ça marche chez l'homme. Hein. D'accord ? Il y a énormément de données là-dessus. Hein. Il vient de sortir, là, le 4 juin, un très très bel article de Philippe Raveau, son équipe, avec des journalistes américains. Très très gros essais que je n'ai pas encore lu dans le détail, hein, et qui eux ont testé le citoyen sur une grosse base américaine, c'était fait aux États-Unis, et qui ont testé la perception du citoyen sur les news, et ils ont pris des news américaines qui avaient des spins, hein, donc qui étaient toutes embellies, et ils les ont soit prises telles quelles, soit réécrites sans spin, et sur des essais essentiellement médicamenteux, ils les ont comparés puisqu'ils ont eu 900 personnes comparatifs et qui montrent que le public est tout à fait trompé et gobe absolument tous les spins sans aucun problème. Et je terminerai là-dessus en prenant quelques phrases de ce rapport américain qui dit que les controverses impliquent des conflits sur les croyances, les valeurs, les intérêts et que ce n'est pas qu'un débat de connaissances. Et que c'est là que le problème est là, que nous, scientifiques, moi le premier, j'ai mes connaissances et je pense que, ayant mes connaissances, ça ne pose pas de problème, puisqu'il y a des preuves, mais en fait, il faut l'intégrer avec tout ça. Hein. La connaissance est insuffisante, hein. L'environnement est complexe, et vraiment leur conclusion et recommandation, c'est de dire qu'il n'y a pas de recherche suffisante sur ce sujet, et qu'on parle tous de la communication, de la diffusion, comme moi je montre des choses, je ne sais pas ce que ça vaut, on pourrait rentrer sur les causes ou quoi que ce soit. Il faudrait plus de recherche pour comprendre comment communiquer. Je vous remercie. Merci Hervé. Donc c'était une belle intervention
qui nous montre que finalement il y a un des biais de la communication scientifique, ça peut être une succession de valorisation des positifs et de réduction de l'incertitude, et donc finalement de réduction au final du pluralisme scientifique, comme ça a été montré avec ces biais de citation qui valorisent les théories, on va dire, dominantes par rapport à d'autres théories ou à des critiques de cette théorie, donc des mécanismes d'auto-justification des hypothèses théoriques dominantes par des mécanismes d'autocitation. Ça, c'est vraiment très intéressant. Aussi, ce que met en valeur, je pense, votre communication, c'est la frontière finalement poreuse entre l'intégrité et l'éthique. Et que finalement, au sein de Poletis, on le dit, c'est presque consubstantiel à la naissance de cet espace au sein de l'Université Paris-Saclay, où dès le départ, nous avons dit qu'une politique d'intégrité scientifique n'a aucun sens si elle ne s'accompagne pas d'une réflexion profonde sur l'éthique de la science. Et donc, évidemment, quand vous dites que ne pas publier est une inconduite, donc sous-entendu, cela relève de l'intégrité, oui, mais cela relève aussi de ce que l'on appelle la science, de ses valeurs, de ses finalités, et de ce que l'on comprend dans le contrat social qui lie la science à la société.